Sur ce graphique, vous pouvez voir combien de temps ont pris les plus gros réseaux sociaux pour atteindre le milliard d'utilisateurs actifs. Dans l'histoire, il n'y en a que 5 qui ont passé cette barre-là. Et on voit qu'entre Facebook, YouTube, WhatsApp et Instagram, la durée est quasi similaire. C'est entre 7 et 8 ans et demi. Et le dernier qui est venu se joindre à la fête en 2021, c'est TikTok. Il a battu tous les records en prenant seulement 5 ans à atteindre le milliard d'utilisateurs actifs. C'est la première fois qu'une app dépasse le milliard d'utilisateurs et n'a pas été fondée aux États-Unis. Parce que le fait que TikTok soit né à Pékin n'a pas fini de leur poser des problèmes. Parce que oui, TikTok, c'est chinois. Chinois de la caille. Chinois de la caille. Bienvenue dans cette vidéo, moi je m'appelle Théo et je ne suis pas youtubeur. Sur cette chaîne, je te partage les recherches que je fais pour aider mes clients à mieux grossir sur les réseaux sociaux. Je fais ça principalement via mon agence Kudak qui les accompagne en publicité. Et l'année dernière, on a lancé la branche TikTok de Kudak. J'avais envie de mieux comprendre un peu les fondamentaux et l'histoire de cette plateforme qui est aujourd'hui en train de devenir l'un des leaders. Donc j'ai fait énormément de recherches et je me suis dit que ça ferait aussi un bon sujet de vidéo, donc je vais vous partager tout ça. Donc au début, l'expertise de Kudak, mon agence, était tournée vers la pub Facebook. Et en fait, en 2 ans, on a vu le paysage totalement changer avec l'arrivée de ce genre de mastodonte chinois qui a totalement rebalancé les rapports de force sur le marché des réseaux sociaux. Vous allez voir que l'histoire de TikTok, c'est un véritable feuilleton qui est pas en fait si classique quand on le compare à l'histoire de création des boîtes qui ont commencé dans la Silicon Valley. Parce que déjà TikTok, c'est pas une boîte qui part de zéro, c'est en fait la 3e entreprise qui a été lancée par un groupe plus grand qui s'appelle ByteDance. C'est une entreprise assez opaque dont on sait qu'elle est assez proche du gouvernement chinois et qui est prise dans pas mal de polémiques autour de l'addiction et de la modération du contenu qui est posté sur sa plateforme. Et en contrôlant autant l'attention de ses utilisateurs, en fait, elle est en train de développer un pouvoir et qui fait extrêmement peur à tous les acteurs. Donc asseyez-vous tranquillement, prenez les popcorn, on va étudier ensemble l'histoire de TikTok. Alors contrairement au très médiatisé Mark Zuckerberg, le fondateur de TikTok est beaucoup plus discret. Il s'appelle Zhang Yiming et il a fait ses études en Chine, à l'université de Nankai, où il a étudié la science de la viralité et du comportement sur les réseaux sociaux. Allô? T'es vraiment menteur mon gars, t'es un très gros menteur. Le mensonge, la manipulation, c'est ton arme favorite. Non, c'est pas du tout vrai. Et il a fait des études qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a fait ensuite, puisqu'il a étudié la biologie avant de se réorienter vers un parcours d'ingénieur. Et puis aussi, accessoirement, il a fait ses études en 2001, à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et donc comme il s'ennuie un petit peu à l'université, en parallèle, il répare des ordis pour s'amuser. Et il lit beaucoup de biographies d'entrepreneurs américains. Au point que pendant longtemps, dans les locaux de TikTok, il y a eu encadré en gros un beau portrait de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Donc après ses études, il va bosser un petit peu chez Microsoft en recherche, dans lequel il reste pas très longtemps, parce que, je cite, il ne s'épanouissait pas très bien dans les règles assez strictes de l'entreprise. Donc il se barre, il participe à 3 projets entrepreneuriaux qui se passent pas très bien, donc tous des noms de boîtes qui sont assez durs à prononcer pour quelqu'un qui n'est pas chinois, à savoir Cooksoon, Fanfu et 99 Fang. Donc le début de carrière de Monsieur Yiming n'est pas très glorieux. Ouais, tu veux pas 1000 balles plutôt? Et puis là arrive 2007 où il a un véritable déclic en regardant l'un de ses idoles américains, qui est Steve Jobs, fait la présentation de l'iPhone, et il commence à capter que l'arrivée globale des smartphones sur le marché va changer la façon dont l'information se transmet. Donc il fait maturer l'idée, et 5 ans plus tard, en 2012, il fonde ByteDance. ByteDance. Le nom est inspiré de la façon dont Steve Jobs avait fait coller la technologie, donc avec Byte, et la créativité avec Dance. Donc son but il est très simple, c'est de créer des plateformes mobiles pour la création et la consommation d'informations. Sa première œuvre au sein de ByteDance, c'est Neian Duanzi, qu'on peut traduire assez littéralement par blague subtile. C'est un endroit où les gens peuvent partager des blagues un peu trash et des mèmes. Là pour le coup c'est un véritable carton puisque ça atteint 200 millions d'utilisateurs et ça finit même par être interdit par le gouvernement en 2017. Donc cette première boîte elle s'inscrit dans une quête un petit peu plus large, dont c'est uniquement la première étape, c'est celle de tuer Baidu. Baidu c'est un petit peu le Google chinois et Zhang Yiming il est très énervé contre les résultats de recherche que propose la plateforme qu'il estime pas être juste et pertinent. Et donc pour ça il décide de s'attaquer au cœur du problème et donc il va sortir une deuxième app qui s'appelle Jinri Toutiao, ça veut dire les news du jour et qui est en fait un agrégateur de nouvelles. Et donc là il commence à capter que la meilleure façon de servir du contenu pertinent aux gens c'est d'utiliser un algorithme de recommandation personnalisée. Et donc il développe la boîte comme une entreprise technologique. Son travail c'est d'amener le bon contenu aux bons utilisateurs. Et donc entre les deux, il y a l'algorithme de recommandation. Donc là c'est un encore plus gros carton puisque en 2020, il y avait 700 millions d'utilisateurs actifs sur l'app. Et donc là les fils commencent à se connecter dans sa tête, vous commencez à voir venir le bail arriver. Le gars, il a capté un truc que personne n'avait compris à l'époque, c'est que bon contenu de façon absolue, ça n'existe pas. La seule valeur d'un contenu, c'est qu'il soit personnalisé au goût de la personne qui la consomme. D'accord. Pour faire un petit état des lieux, en 2017, avant même que TikTok soit lancé, on estimait déjà la valeur du groupe ByteDance à 20 milliards de dollars. Et donc entre temps, ils ont levé pas mal de fonds et notamment pour la première fois, ils ont fait rentrer un investisseur américain qui s'appelle General Atlantic. Et vous allez voir que ça a une grosse importance pour la suite de l'histoire. En septembre 2016, en Chine est lancé Douyin, qui peut se traduire littéralement en France par la voix qui tremble. Le nom original à la base c'était A.me, mais c'est resté que quelques semaines. Et donc l'idée de Yiming, elle est très simple, c'est de créer une app qui va réduire toutes les barrières à l'entrée qui permettent de publier des vidéos sur internet. Et donc pour ça, il faut qu'elle soit en verticale, pour qu'elle puisse être prise à l'iPhone très simplement, qu'elle soit courte, parce que nécessairement. Mais tu es devenu fou en bling.
qu'elle soit courte et qu'elle nécessite peu de montage. Et donc ils reprennent les algorithmes de recommandation de ByteDance pour capter quel contenu ont attiré ton attention et lesquels t'as regardé jusqu'au bout. Et là, pouf, c'est la croissance. Et donc vous voyez que Douyin, c'est pas vraiment une startup qui part de zéro. Ils avaient déjà un algorithme bien solide qu'ils ont juste eu à plugger sur la nouvelle plateforme. Et ça tombe bien parce que l'algorithme, c'est le cœur de la proposition de valeur de l'app. Chaque vidéo donne des nouvelles informations sur les utilisateurs, ce qui permet en fait en quelques heures à un algorithme de comprendre quelle est ton attirance physique, quels sont tes goûts musicaux, est-ce que t'es déprimé, est-ce que t'es content, et des infos hyper personnelles. C'est autant de données qui sont derrière utilisées pour te pousser les bons contenus et donc rendre les utilisateurs addicts. Alors l'algorithme c'est quelque chose d'assez privé sur lequel il communique pas. Par contre, il y a une petite fuite qui est sortie, je crois que c'est dans le New York Times. Ça vient d'une source anonyme qui pouvait même pas communiquer le document dont il parlait. Mais apparemment cette présentation ça s'appelait TikTok Algorithm 101 et le but c'était d'expliquer l'algorithme à toutes les personnes qui n'avaient pas des métiers techniques dans la boîte. Donc on y découvre notamment que l'algorithme il s'optimise selon deux variables, la rétention, c'est-à-dire ce que les gens reviennent sur l'app, et le temps passé au sein de l'app, ce qui posera des problèmes par la suite. Dans ce document il donne même une équation simplifiée entre guillemets de l'algorithme, même si vous pouvez voir qu'elle est assez imbitable, elle s'affiche sous vos yeux. Ce qui est intéressant surtout de voir là-dedans c'est quels sont les facteurs qui sont pris en compte. Vous voyez qu'il y a les likes, les commentaires, le temps de visionnage et le nombre de vues. Et donc chaque vidéo a un scoring de pertinence différent selon les utilisateurs. C'est-à-dire que la même vidéo, elle peut être un 7 sur 10 pour une personne, un 4 sur 10 pour une autre, et c'est ça qui va déterminer quel contenu va te pousser en premier. Et donc ils arrivent sur le marché en Chine, c'est directement un raz-de-marée, ça prend tout, parce que l'algorithme est tellement puissant, le contenu est tellement bien, qu'en fait tous les utilisateurs foncent dessus. Mais vous vous rappelez, Zhang Yiming, c'est quelqu'un qui a été biberonné aux entrepreneurs américains. Il a notamment aussi beaucoup été biberonné par le modèle Huawei, qui est un des meilleurs exemples d'une boîte chinoise avec des ambitions globales qui a vraiment réussi à s'internationaliser. Donc la Chine, ça lui suffit pas, ce qu'il veut, c'est conquérir le monde. Alors il faut bien se rappeler que jusque-là, TikTok n'existe pas, c'est Douyin. Et donc pour attaquer un nouveau pays, que ferait une startup, c'est qu'il partirait de zéro, essayer de construire un produit et ça serait très lent sur le démarrage, mais une boîte qui a énormément d'argent, elle fait pas du tout comme ça. Ça va faire avec ce qu'on appelle de la croissance externe. Ça veut dire qu'au lieu de partir de rien, on va racheter un acteur qui est déjà implanté sur un marché qui nous intéresse et partir de là pour construire notre boîte par-dessus. Donc ByteDance, ils cherchent deux choses, une app qui a des utilisateurs aux US et énormément de data qu'ils vont pouvoir réutiliser dans leurs algorithmes. Et donc là, il tombe sur une grosse aubaine, un truc qui ne se passe qu'une fois toutes les pleines lunes, c'est qu'il y a une entreprise chinoise qui a au total 200 millions d'utilisateurs, dont 60 millions sont aux US et en Europe. Oh, mais c'est super ça! Cette entreprise, c'est Musical.ly. C'est une app qui permet à ses utilisateurs de faire des playbacks sur des musiques populaires. Donc un ADN assez proche de ce que propose TikTok. Donc ni une ni deux, ils font un petit chèque d'1 milliard et c'est bon, Musical.ly appartient à ByteDance. Et donc ensuite, ils vont appliquer une stratégie qui est reprise de Huawei, c'est Globalized Products, Localized Content. C'est-à-dire que la stratégie de ByteDance, c'est d'exporter son produit dans tous les pays dans lesquels il veut s'implanter, mais en prenant en compte les spécificités territoriales à chaque fois qu'il les attaque. Donc là, ils vont implanter une grosse équipe sur le continent américain avec un seul objectif, conquérir le marché US. À la mi-2018, ils fusionnent leur base d'utilisateurs avec celle de Musical.ly, ils renomment l'application TikTok et ils lancent ça sur le marché américain et ça fait un véritable raz-de-marée, exactement comme en Chine, parce que ça fait, rien que sur l'année 2018, 655 millions de téléchargements. Et donc dans le cadre de cette stratégie globalisée mais à la fois différenciée sur les territoires, ils choisissent de séparer Douyin et TikTok. Donc là évidemment, quand tu fais autant de téléchargements en une année, tous les yeux sont braqués sur toi et on commence à se poser un petit peu la question de qu'est-ce qu'il y a derrière cette application qui est en train de conquérir tous les jeunes. Et donc les critiques commencent à fuser un petit peu des deux côtés, même en Chine. Il y a un petit peu des gens dont la parole commence à émerger qui suspectent et qui ont même des preuves qu'ils ont censuré du contenu qui critiquait le gouvernement chinois. Et donc c'est basé sur des faits avérés a priori, puisque c'est un ancien de ByteDance qui a fait un témoignage en 2020 en expliquant que les pratiques avaient été mises en place mais qu'elles ne sont plus actuelles aujourd'hui. Donc un petit peu litigieux, on n'est pas sûr. Donc on commence à capter qu'il se passe des trucs un peu louches derrière le rideau. TikTok parfois censure des contenus qui sont postés par des gays, des obèses, des handicapés. TikTok qui je trouve a un côté un peu tout pouvoir de bloquer un son ou de supprimer une vidéo sans même expliquer en fait. Et en plus ça a été sur la seule vidéo où je suis accompagné de Benjamin qui est un vrai handicapé qui est... Donc ça attire un petit peu les yeux des régulateurs et ce n'est que le début des galères pour ByteDance. Et donc tout ça fait qu'à un moment, ils arrivent dans le radar d'une organisation que personne ne veut avoir sur le dos, qui est la CFIUS. C'est le Comité des investissements étrangers aux États-Unis, donc Committee on Foreign Investments in the United States, bilingue. Et avec beaucoup de retard, ils commencent à se pencher sur l'opération de rachat de Musical.ly. À l'époque où avait eu lieu le deal, il n'y avait aucune régulation en place qui permettait de donner des raisons valables à la CFIUS pour mettre les yeux sur le dossier. Mais là, ils commencent à faire les gros yeux parce que le Chinois qui arrive aux US, ils sont peut-être passés à côté d'un truc. Donc ils commencent à avoir un petit peu chaud, ils s'excitent, ils font passer au Congrès un truc en urgence qui s'appelle le FIRRMA pour Foreign Risk Review Modernization Act, bilingue, qui leur permet en gros de dire écoute, à l'époque il n'y avait rien, mais on va revenir sur notre décision et donc on va pouvoir se pencher sur un dossier sur lequel on n'avait pas d'impact avant, la justice américaine. Shut your mouth and I'll tell you when you can talk. This is America. Don't get
Sauf qu'au moment où ils ouvrent l'enquête, la boîte ByteDance vaut 140 milliards de dollars. Donc on peut dire, sans prendre trop de pincettes, que c'est peut-être un petit peu tard. Mais mine de rien, ça commence à faire un petit peu peur à TikTok. Et donc là, ils adoptent une posture absolument nouvelle, qui est celle d'être hyper conciliant avec les Américains et de jouer le gentil garçon. Donc la première chose, c'est qu'ils font grossir leur équipe compliance, donc chargée de faire en sorte que tout respecte les régulations, de 20 à 600 personnes en un an. Ils lancent la du bleu. Ensuite, pour bien faire plaisir aux Américains, ils prennent le CEO de TikTok, qui était en fait l'ancien CEO de Musical.ly, et donc un Chinois, ils le dégagent. Ils mettent un Américain à la place qui s'appelle Kevin Mayer. Donc lui, c'est l'ancien vice-président de Disney, qui a notamment lancé Disney+, qui a eu un énorme succès. Et donc ils se disent, bon, écoute, on montre qu'on est de bonne foi, les gens vont se calmer, peut-être qu'ils vont nous laisser tranquille. Et là, surprise, ils énervent un petit monsieur avec beaucoup de pouvoir. Ce monsieur qui va venir donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est Donald Trump. Et donc l'histoire de comment est-ce qu'il a commencé à s'intéresser à TikTok est assez marrante, puisqu'elle est assez représentative du personnage qu'on connaît. Donc en juin 2020, en plein Covid, Donald Trump décide de faire un meeting pour rallier ses supporters. Sauf que sur TikTok, il y a plein de gens qui ne kiffent pas trop Donald. Et donc ils font une petite vidéo pour protester contre le rassemblement qui devient viral et qui invite en fait les personnes à réserver des places pour le meeting, ce qui va empêcher ses fans d'en réserver. Et donc ça marche, parce qu'en fait sur les 19 000 places qui étaient prévues dans la salle, il y en a seulement 6 200 qui sont occupées, donc un tiers de la salle qui est vide, suite aux fausses réservations qui ont été faites par nos petits TikTokers. Et donc là, Donald Trump, il commence un petit peu à prendre la mouche et vous allez voir qu'il met pas beaucoup de temps avant de réagir. Et donc c'est le moment où on commence à discuter de l'éventualité que Donald Trump veuille bannir TikTok. D'autant plus que c'est quelque chose qui a déjà été fait et mené jusqu'au bout par une autre nation, c'est l'Inde. Suite à un conflit frontalier avec la Chine, ils avaient banni 59 apps chinoises, dont TikTok. Donc en fait, c'est un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté dans cette histoire, mais depuis le démarrage, ByteDance est en fait au cœur d'opposition politique. C'est un outil qu'on peut interpréter de plein de façons différentes. Pour certaines personnes, c'est carrément vu comme une arme. Donc on revient sur notre petit Donald. En juillet 2020, un mois après son meeting, il remue ciel et terre. Il fait appel à un truc qu'on utilise d'habitude uniquement pour le terroriste et les cybercriminels, qui s'appelle le IEEPA. Ça veut dire le International Emergency Economic Powers Act. Et il obtient le droit d'envoyer un ordre qui pose un ultimatum à TikTok de se dissoudre sous 45 jours. La raison évoquée, c'est qu'il a des preuves que ByteDance veut mettre en danger la sécurité américaine. Donc là, ça va dans tous les médias, ça devient un sujet d'État, même une situation géopolitique. Il y a le petit Kevin Mayer qui s'enfuit seulement 100 jours après avoir pris ses fonctions. Qui se rend compte qu'il n'avait pas capté dans quoi il s'était embarqué. Et donc là, ByteDance, au lieu d'accepter l'ultimatum, ils se disent ok, Donald Trump, c'est un mec qui a sorti un bouquin qui s'appelle The Art of the Deal, donc c'est a priori quelqu'un qui est peut-être ouvert à la négociation. Et en fait, ByteDance, durant leur croissance exponentielle, ils se sont fait pas mal d'amis aux US, notamment l'un des fonds qui avait investi dès le début chez eux, le General Atlantic. Et donc ils commencent à négocier et s'ouvre en fait le dossier de rachat de TikTok. Donc c'est une boîte qui vaut quand même pas mal d'argent, donc mine de rien, t'as pas des centaines de personnes qui ont la thune pour s'offrir la plateforme. Mais il y a quand même 3 gros prétendants. Le premier, c'est Microsoft, qui en fait va se vendre à Trump comme la solution de la sécurité. Ensuite, il y a Walmart, qui est aussi très intéressé par le fait de pouvoir se diversifier en e-commerce et dont il voit un gros potentiel chez TikTok. Et il y en a un qui est bien en avance sur les autres, notamment dû aux relations qu'entretient Larry Ellison, son CEO, avec Donald Trump, qu'il décrit comme un confident. C'est Oracle. Donc je vous épargne toutes les discussions agressives qui ont lieu, le lobbyisme, etc. dans tous les sens. À la fin, il y a un deal qui est proposé à Donald Trump qui inclut plusieurs parties. Donc ce pacte, il répartit les parts de TikTok de la façon suivante. 12,5% pour Oracle, 7,5% pour Walmart, les 80% restants pour ByteDance. Et là, vous vous dites, bah en fait, le Donald Trump, il va pas du tout se calmer, parce qu'il y a quand même 80% qui restent aux Chinois. Et en fait, pas du tout, parce que la valeur actuelle de ByteDance, elle est détenue à 40% par un fonds américain, le fameux General Atlantic. Et donc, si on fait les calculs, après toute cette opération, ça fait qu'il y aurait, sur le papier, 52,5% de ByteDance détenus par des Américains. Et donc là, super, on va signer notre deal, c'est magnifique. Ben non, Donald Trump, il est pas capable de faire les calculs, il s'en fout. Il dit qu'il n'acceptera jamais un deal dans lequel 80% des parts restent à ByteDance. Non, non, non. 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 Donc là, c'est la merde, on n'a aucune idée de ce que ça va donner pour le futur de TikTok. On arrive dans une conjoncture qui est assez positive pour toutes les personnes qui étaient dans le viseur des institutions. C'est qu'on est sur une transition en termes de président. Donc Trump, il était très pressé sur le dossier parce qu'il voulait conclure ça avant de passer le pouvoir à Biden. Sauf qu'il n'a pas réussi à le conclure avant. Donc ça fait que la fin de l'histoire, elle est totalement floue. On sait toujours qu'il y a des énormes tensions entre le gouvernement américain et la firme chinoise, mais l'ultimatum n'est pas arrivé à son cours. Donc la situation s'est calmée, mais c'est pas pour autant que les institutions n'ont pas prévu de revenir à l'achat. Alors ces TikTok semblent avoir échappé au cours du grand Donald Trump, c'est pas pour autant qu'ils sont tirés d'affaire, puisque c'est très peu probable que les régulateurs américains le laissent faire ce qu'il veut sur leur marché domestique. Alors ce sera certainement pas aussi terrible que de bannir l'application, par contre c'est très facile pour une institution américaine de mettre des bâtons dans les roues d'une entreprise qui souhaite se développer. Je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Meta, qui s'affiche d'ailleurs juste ici, droite ou à ma gauche, je sais pas, le lien vous le trouverez. Mais quand vous êtes dans le viseur d'une institution de l'État, donc pour le coup pour Facebook c'était la FTC, ils peuvent vraiment vous casser les couilles. Donc ici le risque c'est pas que TikTok se transforme en monopole, c'est assez peu probable et difficile à défendre quand on voit en fait la présence
présence des aussi gros acteurs de la tech sur le marché américain qu'on a mentionné en introduction, mais plutôt qu'ils commencent à se poser les questions sur le traitement des données des utilisateurs américains. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte du pouvoir qui est conféré à une entité qui contrôle l'attention des gens. C'est-à-dire que ByteDance peut décider ce qui est montré et ce qui est censuré sur sa plateforme. Et ça peut même être utilisé comme une arme de destruction de la culture, comme il y a des petites théories qui sont en train d'émerger sur le sujet. That's why the TikTok thing was a big deal, because it was a social media platform we didn't create. So it's like, oh shit, we don't want some other country's tech influencing us. Because apparently, like in China, the way that the algorithm works, it doesn't reward people doing stupid dances and like playing with their dog. The algorithm is rewarding things that they want to see their youth do. So people doing cool engineering shit, people doing cool science shit. But if you're China and you wanted to disrupt another country, wouldn't you reward the dumbest possible shit on that app? Twerking, people doing stupid dances. You want the next level of youth to go, I can be famous doing something that's truly worthless to society. On voit que les régulateurs sont en train de se réveiller sur les dangers potentiels du contenu qui est diffusé sur TikTok sur la jeunesse américaine. Et il y a récemment une enquête qui a été ouverte par des avocats américains sur cet impact-là. Ce qui pose problème dans tout ça, c'est le vecteur d'optimisation de l'algorithme. Vous vous souvenez de la formule qu'on a vue dans le chapitre 2, ce que cherche à maximiser TikTok, c'est le temps des sessions. C'est-à-dire faire en sorte que les gens passent le plus de temps possible sur l'app. Et ça marche extrêmement bien. Je sais pas si vous avez déjà ouvert TikTok en pensant y passer 2 minutes et vous êtes réveillé 1h30 plus tard en sachant pas ce qui vient de se passer. Et ça, c'est assez inquiétant déjà pour le temps d'attention des jeunes, mais ensuite pour les idées qui sont véhiculées sur cette plateforme toute la journée. C'est-à-dire qu'en ayant tous les utilisateurs d'une classe d'âge sur une même app, on peut influencer toute une génération. Le problème, c'est que la personne qui influence, c'est un acteur chinois dont le régime est dictatorial. Pour ce qui concerne la vision stratégique de l'entreprise, vous l'avez compris, l'ambition de ByteDance, c'est de faire un géant mondial. Et donc ils savent qu'actuellement le point sur lequel ils doivent rattraper leur retard, c'est les revenus publicitaires. Puisqu'aussi énorme que leurs 11 milliards de dollars de revenus annuels soient, ils font pas le figure face aux 114 milliards en 2021. Et c'est justement ce retard à combler qui fait extrêmement peur aux géants californiens. TikTok en est encore qu'au tout début de sa plateforme publicitaire. Parce que même s'ils sont meilleurs sur l'algorithme de recommandation de vidéos aux utilisateurs que peut être un Instagram Reels, pour ce qui concerne la plateforme de recommandation publicitaire et son efficacité qu'ils peuvent proposer aux annonceurs, pour le coup Meta a des années d'avance. C'est-à-dire aujourd'hui pour une personne qui veut dépenser 100 $ en publicité, c'est encore plus rentable de les mettre sur Facebook Ads que sur TikTok Ads. Mais c'est l'une des premières modifications qui risque d'arriver en 2022. Parce que TikTok a sorti un nouveau pixel de tracking qui permet d'améliorer l'efficacité des publicités et donc d'attirer plus d'annonceurs, ce qui a vocation, vous l'avez compris, à faire augmenter leurs revenus publicitaires. La direction dans laquelle se dirige TikTok plus largement, c'est celle du social commerce. C'est-à-dire l'objectif de la plateforme, c'est d'intégrer toute l'expérience d'achat e-commerce au sein de leur app. Ils veulent que depuis la découverte d'un produit jusqu'à l'achat, tout puisse se faire au sein de TikTok et qu'on n'ait pas besoin de passer par un site extérieur. C'est quelque chose qui fonctionne déjà très bien en Chine et qui commence à arriver aux États-Unis et qu'on va potentiellement avoir très rapidement en Europe, par principalement le live shopping. Ce sont des retransmissions en direct qui sont un petit peu des télé-shopping 2.0 qui permettent aux marques de mieux vendre leurs produits. Plus largement, la vraie force de TikTok, c'est qu'aujourd'hui, il a le monopole des créateurs. Et c'est ça qui en fait sa grosse force versus ses concurrents directs qui sont Instagram Reels ou alors YouTube Shorts. Sur Instagram, on parle d'influenceurs, sur TikTok, on parle de TikTokers, spécialisés en contenu vertical. Et ça n'existe pas les Instagram Reelsers. C'est souvent des influenceurs qui essayent de faire du contenu vertical. Et pour un créateur, c'est très facile de faire son choix entre poster son contenu sur Instagram Reels et sur TikTok en termes de nombre de personnes touchées. Les croissances sont beaucoup plus importantes sur la plateforme chinoise. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il faut bien comprendre que le développement de TikTok, c'est pas une histoire classique d'une startup. C'est quelque chose qui est entremêlé dans plein d'intérêts politiques et c'est pas prêt de s'arrêter. Ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer d'un point de vue régulation parce que ça peut changer totalement le rapport de force entre les géants qu'on connaît aujourd'hui dans la tech. Parce que s'il y a un truc qui est sûr, c'est que Google, Apple, Facebook et Amazon n'ont pas forcément pour rajouter un T à la fin de GAFA. Ou un B pour ByteDance. TikTok, ByteDance. GAFAB, GAFAT. C'est mieux, hein. GAFAMT avec Microsoft. Bref. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse plus, parce qu'en gros, j'ai un bon potentiel avec tous les autres réseaux sociaux qui existent. Faire l'histoire de Twitter, l'histoire de Snapchat. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui sont passées dans ces histoires-là aussi. Dans tous les cas, si vous avez apprécié ce petit moment passé sur l'histoire de TikTok, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous souhaitez faire grossir votre marque avec les réseaux sociaux, ça se passe dans la description pour bosser avec Kudak. Moi, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.